C'est la journée nationale des peuples autochtones. Bonjour, Kwe, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la souligner. Nous allons, au cours de cette émission, parler du logement. Le logement qui est un enjeu crucial pour les Premières Nations, les Inuits, donc les communautés autochtones à travers le pays. Vous savez, on est au Québec, la crise du logement sévit également ici et on le ressent beaucoup avec le 1er juillet qui approche et la période des déménagements. Mais sans vouloir en fait amenuiser la difficile réalité pour bien des gens, pour bien des Québécois, il y en a une réalité qui sévit depuis très longtemps dans les communautés autochtones. Le logement, on en parle, on en reparle et on ne cesse d'en parler. Et pourtant, les progrès n'avancent pas très rapidement. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi avec mes deux invités. Donc, deux invités que je joins à Wendake et à Québec. Bonjour à tous les deux. C'est vous et vos enfants. Bonjour. Oui. Alors, Guy Latouche, bonjour. Vous êtes urbaniste de formation, je le précise tout de suite. Vous êtes le conseiller en logement et infrastructure pour l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, la PNQL. Vous y êtes depuis 36 ans, n'est-ce pas? C'est bien ça, merci. Oui. Donc, oui, vous connaissez la réalité, ça va être très intéressant de vous entendre. Et d'ailleurs, vous travaillez sous l'autorité du chef de Kebawek First Nation, Lance Amon. Pardon, c'est lui qui est le chef responsable du dossier de logement et de l'infrastructure à la PNQL, n'est-ce pas? Tout à fait. Kwe, Laurent Odjic, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, la CIRCAQ. Et vous êtes membre de la communauté Anishinaabe de Kitigan-Zibi. Et je le précise, vous avez travaillé pendant plusieurs années à la SOCA. Donc la SOCA, c'est la Société de crédit commercial autochtone. Alors merci de vous joindre à nous aussi. Rapidement, la CIRCAQ, c'est nouveau, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. La CIRCAQ, c'est une jeune OBNL qui a vu le jour en 2019 et qui a pour mission de développer, de concevoir, de construire des projets immobiliers en milieu urbain. Alors, merci à tous les deux de vous joindre à nous. Également, nous allons illustrer les conditions de logement des Autochtones avec des capsules que nous avons tournées à Joliette. On va rencontrer Jennifer Brazeau. Elle est la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Naudière. On va rencontrer Luc Parlavecchio. C'est le directeur clinique de l'intervention et de l'éducation au même Centre d'amitié autochtone. Et puis, nous avons fait une visite dans un logement. Nous sommes allés chez Laura Dubé. Elle est membre de la communauté Atikamekw de Manoan. C'est une résidente de Joliette depuis plusieurs années. Et là, je tiens à préciser que la réalité que vit Laura, elle n'est pas unique à la ville de Joliette, elle n'est pas unique aux Atikamekw. En fait, cette réalité-là, elle sévit partout au pays, partout au Canada, chez les Premières Nations et chez les Inuits. Un petit détail tout de suite pour commencer, parce que pour bien comprendre la réalité, il faut savoir que les données les plus récentes de Statistique Canada nous révèlent qu'en 2021, les Autochtones étaient près de 2 fois plus susceptibles de vivre dans un logement surpeuplé, donc 2 fois plus que les non-autochtones. Il y a un léger point positif à cette statistique. Il semble que cet écart-là a légèrement diminué, en fait, se soit rétréci depuis les dernières données de Statistique Canada en 2016. Donc, c'est une petite bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, nous nous penchons sur la situation au Québec, plus particulièrement chez les Premières Nations. Et nous allons commencer par exposer la réalité. Alors, je vous propose tout de suite d'aller voir dans quelles conditions vit l'Atikamekw Laura Dubé à Joliette. Laura, vous vivez à combien ici? Vous êtes combien de personnes? 7 personnes. 7 personnes? Mmh. Donc, c'est vous et vos enfants? Oui. Alors, 6 enfants pour combien de pièces? J'ai 3 chambres, puis un salon. Ici, c'est le salon. Là, vous êtes dans le salon actuellement. Oui, je sais, c'est dans le salon actuellement. Un salon qui a été transformé en chambre. Oui, c'est ça. Mais vous avez combien d'enfants en tout? J'ai 11 enfants. 11 enfants, donc ouais. Ils ne logent pas tous ici. Où sont les autres? Ben, ils vivent dans un autre appartement, pas loin d'ici, là. Ils sont plusieurs là-dedans, ils vivent avec son père. Comment on s'organise dans la maison pour vivre, hein? Ben, moi, je me réveille tôt le matin, mettons à 5 heures du matin. Puis après ça, c'est les autres qui
qui prennent leur douche. Et le soir, alors, quand on a envie de veiller au salon, on fait quoi? On a dû mettre la clé chacun dans leur chambre, fait que là. Chacun a son espace. Ouais. Oui. Je m'en vais dormir chez ma cousine parce que j'ai une autre fille qui cherche un logement, puis il ne trouve pas encore. Puis des fois, il s'en vient coucher dans mon lit. Je laisse la place. Alors voilà, ça c'est la réalité de Laura Dubé qui vit donc à Joliette. Parce qu'en milieu urbain, se loger, ce n'est pas évident, pas plus que dans les communautés. On pourrait commencer avec cet exemple-là, puisqu'on était à Joliette. À quel point les besoins sont grands, Monsieur Odjick? À quel point c'est difficile de se loger en milieu urbain pour les Autochtones? Oui, en fait, on a un exemple très concret et précis en voyant Mme Laura Dubé. C'est un exemple qui est touchant. C'est une problématique qui est vécue par de nombreuses familles en milieu urbain. Malheureusement, la crise du logement n'est plus ce qui était. Avant, elle était concentrée dans les grands centres. Aujourd'hui, malheureusement, elle est répandue partout au Québec. Donc, M. Guilatouche, tantôt, va vous l'expliquer peut-être un peu plus davantage. Il y a présentement un surpeuplement, une crise du logement qui existe depuis de nombreuses années sur la communauté. Et puis, les membres des Premières Nations cherchent à vouloir améliorer leurs conditions de logement et à quitter la communauté pour aller essayer de se trouver un meilleur logement dans le milieu urbain. Et malheureusement, font face à la crise du logement, ce qui amène à un surpeuplement encore des familles dans des logements plus restreints. Donc, on le voit là, malheureusement, là, de par les images, là, Oui. surpeuplement, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a comme cause. Malheureusement, ça a des causes de santé, psychosociaux, économie. Donc, c'est un enjeu qui est présent et qu'on doit faire face et que la Société immobilière du regroupement des centres d'habitat autochtones du Québec, on essaye de pallier à cette crise-là avec nos nombreux projets. Oui, vous allez nous l'expliquer un petit peu plus tard. D'ailleurs, on va développer ces projets-là. Monsieur Latouche, décrivez-nous de votre côté la situation actuelle du logement dans les communautés des Premières Nations au Québec, celles que vous connaissez bien. Oui, Madame Yvon, merci pour tout, pour cet accueil. Premièrement, je dirais que c'est une réalité qui est bien documentée. Le PNQL tient une base de données là, depuis l'année 2000. Puis cette base de données-là révèle que la crise du logement dans les communautés des Premières Nations au Québec, c'est quelque chose qui est bien réel. Je vais vous donner deux chiffres. Retenez qu'il y a présentement 15 000 unités de logement dans les 40 communautés au Québec. Donc, 15 000 unités existantes. Il faudrait y en ajouter 10 000 en 5 ans pour rétablir la situation. C'est quoi la situation? Bien, c'est le surpeuplement. C'est la croissance démographique sur 5 ans. Puis aussi pour permettre la migration des membres des Premières Nations qui vivent à l'extérieur de leur communauté et qui sont intéressés ou potentiellement intéressés à demeurer dans leur communauté d'appartenance. Oui. Vous regardez les statistiques, le taux moyen d'occupation des maisons dans la population québécoise se situe entre 2 et 2,5. Chez les Premières Nations, on a des taux qui se situent entre 6, 7 et 8 personnes par logement. Imaginez-vous, c'est une moyenne. Ça signifie que certaines maisons sont grandement suroccupées. On a eu l'exemple de Mme Dubé tout à l'heure. C'est un exemple hors communauté qui nous dit que cette situation-là n'est pas justement représentative de ce qu'on voit souvent, que l'Autochtone en milieu urbain est une personne que son conseil de bande n'est pas en mesure de servir, étant donné les lacunes dans le financement des programmes fédéraux. Je disais au début de l'émission, vous êtes là depuis 36 ans. En 1996, il y a moins de 36 ans, il y a eu la Commission royale sur les peuples autochtones et à ce moment-là, on a souligné les problèmes de logement auxquels ils étaient déjà confrontés. La situation depuis, elle s'est améliorée ou elle s'est détériorée? Bien, je vous dirais, on relève de 30 quelques années en arrière. Il y a eu des progrès, ça c'est certain. Je vous dirais que par contre, les besoins sont allés en augmentant. Ça dépend dans l'angle sur lequel on le prend. Si on le prend de façon strictement statistique, je vous dirais que les besoins sont plus grands qu'ils l'étaient en 1996. Par contre, faut quand même reconnaître qu'il y a des progrès. Il y a plus de prise en charge locale. Les capacités locales sont en développement. Il y a un virage qui se fait tranquillement, mais sûrement vers la
accès à la propriété individuelle. Il y a beaucoup de chemin à faire encore de ce côté-là, mais notons que les besoins vont grandement en augmentant, mais dans les améliorations, on pourrait dire aussi qu'on a réussi à sensibiliser les interlocuteurs gouvernementaux à déployer plus de fonds pour le logement des Premières Nations. Voilà. Alors, je le disais, Laura Dubé n'est pas la seule à vivre dans les conditions qu'on a montrées un petit peu plus tôt. Ils sont plusieurs comme ça partout à travers le Canada. Je vous invite à écouter Luc Parlavecchio, c'est le directeur clinique au CAL, donc, dont je parlais un petit peu plus tôt. Il nous explique en fait ce à quoi les Autochtones font face quand ils arrivent en ville. On l'écoute. Quand ils quittent par exemple Manoine pour venir s'installer à Joliette, c'est qu'il y a très peu de logements disponibles, puis qui sont quand même relativement chers par rapport aux moyens financiers dont ils disposent. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on a souvent des demandes en disant est-ce que vous pouvez nous trouver ou nous aider à trouver des logements? Et déjà, le marché en lui-même n'est pas favorable à trouver des locations. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'ils vont rencontrer, c'est en lien avec le racisme. Donc, on ne veut pas forcément louer à des personnes autochtones. Donc, les personnes, dès qu'elles se présentent, ah ben non, finalement, on a déjà loué, ou donc il y a des portes qui se ferment. Le troisième, c'est vraiment d'avoir des logements aussi qui sont adaptés à la taille des familles. Donc on peut se retrouver à avoir 7-8 personnes dans des 3,5. Donc il y a une surpopulation dans l'appartement. Les gens dorment tous au même endroit. Dans le salon, il peut y avoir 3-4 personnes avec des tapis mis au sol pour pouvoir dormir. Alors parlons de ce qui a mené à la détérioration des conditions de logement pour les Autochtones en communauté d'abord, Monsieur Latouche. Et il y a un aspect historique à tout ça. On remonte à loin, on remonte au moment de la sédentarisation obligée des Autochtones. Tout à fait. Écoutez, il y a des causes historiques, culturelles, démographiques, historiques, mais avec le premier contact, les Premières Nations ont dû évoluer dans un contexte avec lequel ils n'étaient pas nécessairement familières et ont dû s'adapter à des modèles qui n'étaient pas les leurs et culturellement ne correspondaient pas nécessairement à leurs valeurs. C'est certainement une des causes des résultats où on en est arrivé aujourd'hui. Il y en a d'autres. Tantôt, j'ai esquissé un petit peu la question des taux d'occupation. Prenez la démographie. Oui. Les Premières Nations, c'est une population qui est en forte croissance. Je vous dirais que c'est à peu près 2 fois supérieure à celle du Québec entre recensements, si vous voulez. Oui. C'est une population très jeune. Et on sait que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont eux qui vont former des ménages, des nouvelles familles demain. Bon, un tel portrait, ça nous laisse présager que, comme ce fut le cas dans le passé, la demande va être soutenue, donc très grande difficulté à rencontrer cette demande. Le financement est un autre facteur, certainement, parce que les communautés sont sous-financées par les programmes fédéraux. On estime que ces programmes-là répondent à peu près à 20 des besoins des communautés dans le domaine du logement. Ouf, donc, on est loin dans du un compte. contexte où l'indexation est faible, les coûts de construction sont en augmentation. On voit aussi des choses comme le budget de logement social de la SCHL qui est en diminution marquée au Québec. Donc, tout ça nous mène à un portrait tel que je vous l'ai dépeint là, en début d'entrevue. Oui. Puis on parlait de sédentarisation. Donc au début, on a créé les communautés, on les a obligés à s'installer là. Éventuellement, les Premières Nations, les Inuits, les Métis ont eu envie de bouger, de sortir et se sont installés en ville. Et là aussi, il y a eu un problème de plus en plus important, surtout qu'on sait que maintenant, c'est quoi, un peu plus de 50% des Autochtones qui vivent en milieu urbain. C'est énorme ça, Monsieur Odjick. Donc vous les voyez, ils arrivent et ils sont un peu démunis, j'imagine, quand ils arrivent dans une petite, moyenne ou grande ville. Oui, c'est exact. Ils font malheureusement, dans certains cas, face à un choc culturel. Ils font aussi face à de nombreux obstacles pour l'accès à un logement abordable et adapté à leurs besoins en milieu urbain. Parmi les obstacles, ça peut être les préjugés des propriétaires d'immeubles. Tu fais juste nommer ton nom de famille. Si ton nom de famille a l'air autochtone, malheureusement, tu tombes dans le bas de la liste assez rapidement. Il peut y avoir la barrière linguistique. La langue maternelle peut amener un frein et une gêne à avoir contacté le propriétaire d'immeuble pour aller chercher un logement.
Ensuite, dans certains des cas, ben, il s'agit d'une première demande de logement pour un autochtone. Donc, ça peut être complexe pour eux. Il y a aussi un facteur antécédent de crédit. Ça arrive dans certaines occasions où un autochtone n'a pas déjà emprunté historiquement, ce qui fait qu'il n'y a pas d'antécédent à démontrer au propriétaire. Normalement, automatiquement, les propriétaires se freinent à ça, passent au suivant. Donc, c'est une panoplie de barrières que malheureusement, le monde des Premières Nations doit faire face lorsqu'il arrive en milieu urbain. Ce qui explique aussi, là, M. Latouche a mis le doigt sur un des facteurs importants là, du fait pourquoi il y a la crise du logement existe aussi en milieu urbain. Malheureusement, le parc immobilier, du loyer abordable, il en manque. Puis l'une des raisons qui explique ça, c'est les coûts de construction. M. Latouche l'a très bien exprimé tantôt. Les constructions ne cessent d'augmenter. Et un promoteur privé est toujours plus porté à choisir un projet qui lui serait plus rentable à la fin de la ligne, dont la construction de condos, la construction de logements là, de haute gamme, de luxe, lui permettant de rentabiliser davantage son projet. Alors que malheureusement, les besoins en termes de loyer abordable et adapté sont laissés de côté par les promoteurs privés. Et en fait, il y a un point qu'on peut aborder aussi, c'est les droits que des Autochtones qui arrivent en ville ne connaissent pas nécessairement, reliés au logement. Et ça leur cause énormément de problèmes. Oui, c'est exact. C'est une autre barrière, un autre problème. Heureusement, les centres d'amitié dans le milieu urbain sont là pour les accompagner. Oui. Donc, si je peux passer un message, si vous avez envie de venir vivre en milieu urbain, n'hésitez pas à contacter le centre d'amitié qui va vous accompagner à trouver un logement. On va parler des conséquences maintenant, parce que cette croissance de la population, donc on le disait, elle se fait sentir jusqu'en milieu urbain et en fait, elle apporte son lot de défis, particulièrement pour les centres d'amitié autochtones, vous venez d'en parler. Et vous le disiez, leur mission, c'est d'offrir donc des services de première ligne dans la plupart des grandes villes du Québec. On va écouter Jennifer Brazeau, qui est la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Elle nous explique justement la situation qui prévaut à Joliette. Avec les statistiques de Statistique Canada, il y a environ 900 Autochtones qui vivent ici dans la grande région de Joliette. On a quand même plusieurs familles qui vivent de façon transitoire ici dans la région, justement à cause des enjeux de logement qui sont vraiment un manque de logement dans la population générale, mais avec les ajouts de certaines difficultés incluant de la discrimination, les grandes familles, des logements non adaptés, ça rend qu'il y en a plusieurs de nos familles qui se trouvent sans logement ici dans la région, avec un itinérance qui est plutôt caché. Alors, ce n'est pas des itinérances classiques dans la rue, mais surtout du couchsurfing, mais ça peut être aussi des familles au complet qui peuvent faire du couchsurfing de maison à maison. Alors, les conséquences, on va en parler, les conséquences sociales d'un logement inadéquat qui ont été mesurées dans de nombreuses études. Et là, on a constaté, et je cite, « De mauvaises conditions de logement sont associées à un risque accru de propagation de maladies infectieuses, de maladies chroniques, de blessures, une mauvaise alimentation et des troubles mentaux. » Ça peut aller très, très loin. Parlons-en donc. La surpopulation, elle a une incidence sur plusieurs aspects des gens concernés. Parlons de la santé physique et mentale. Qu'est-ce qu'on découvre dans ces logements surpeuplés? Monsieur Latouche, quand on est en communauté, on le vit? Oui, absolument. En passant, je fais juste une petite parenthèse. Tantôt, Mme Brazeau parlait, dans le fond, de l'itinérance, quand elle parle de surfer, de divan en divan, d'une maison à l'autre. Oui. C'est ça, l'itinérance cachée qu'il y a dans les communautés. On parle souvent de l'itinérance en milieu urbain parce qu'elle est chiffrée, mais dans les communautés, elle est observée également sous une forme un peu plus cachée, exactement de la manière dont Mme Brazeau l'a décrit. On dit souvent que le logement, c'est un déterminant de la santé. Oui. Moi, je vais aller plus loin que ça. C'est quand tu regardes où sont situées les Premières Nations, comment elles sont organisées, tout ça. Dans le contexte d'une communauté de Premières Nations, le logement, c'est un déterminant de la santé, de l'éducation, du développement économique, du mieux-être individuel. Là, on vient chercher ce que vous emmenez, Mme Yvon, la question de la santé mentale, tout ça. Le mieux-être individuel et collectif. Pourquoi? En raison du rôle que joue le logement dans une société.
comme les Premières Nations. Étant donné le contexte qu'on connaît, il ne faut pas être surpris que les statistiques indiquent des écarts importants dans la diplomation, les taux de placement d'enfants qui sont plus élevés, une surreprésentation dans les refuges pour victimes de violences ou autres, les taux de suicide plus élevés, par exemple. Donc, tout ça, c'est interrelié d'une manière ou d'une autre au rôle du logement, et quand ce rôle-là n'est pas bien assumé, c'est-à-dire avec des conditions de vie adéquates, des espaces suffisants, eh bien, on a des résultats et des conséquences comme on le décrit présentement. Oui, parce qu'on l'imagine, hein, ne pas avoir sa propre chambre, donc ne jamais pouvoir s'isoler, toujours être en groupe. On l'a vu dans le logement de Laura Dubé, ses enfants dorment dans le salon, ils n'ont pas de chambre à eux, pourtant ils sont grands, ils auraient besoin de respirer, d'avoir leur espace. Pour l'éducation, j'imagine qu'on revient de l'école, on a un petit bout de table où s'asseoir pour étudier. Difficile de se concentrer quand il y a beaucoup de gens autour de soi, c'est extrêmement difficile. Même chose en emploi, il faut ensuite essayer d'aller travailler, mais comment ça touche plus particulièrement justement les travailleurs, Monsieur Latouche? Bien, c'est sûr que ça a une influence parce que euh, ta condition de logement détermine nécessairement comment tu évolues dans ton quotidien. Quand je parlais tantôt de mieux-être individuel et collectif, c'est un chaînon important, la question du logement à ce niveau-là. Donc, quelqu'un ne peut pas performer à son travail. Vous savez, dans les communautés, on a des enseignants aussi, on a des professionnels de la santé. Chapeau à eux s'ils sont dans des conditions de logement parmi les plus déplorables qu'on a nommés pour accomplir ce qu'ils réussissent à faire au quotidien, parce que ça ne doit pas être facile. Quand tu n'as pas, par exemple, une bonne nuit de sommeil, quand tu n'as pas, par exemple, aussi un environnement qui est propice à ton épanouissement et aussi à ta tranquillité dont on a tous besoin. Bien sûr. Et vous avez abordé le thème de l'itinérance. On le voit en ville, mais vous avez raison, on le voit de plus en plus en communauté aussi. Et ça, est-ce que c'est un problème qui pourrait s'accentuer en communauté? Bien, écoutez, tantôt, j'ai parlé de démographie jeune, dynamique. C'est sûr que si on n'adresse pas le problème à la source, puis une des sources, c'est la question du manque de logement, je ne vois pas autrement que de telles conséquences se produisent. Puis, tantôt, on parlait de crise du logement. Il y a une crise depuis longtemps dans les communautés. On parle depuis quelques années d'une crise du logement universel. Prenons l'exemple du Québec. Au Québec, là, on est vraiment dedans. Vous avez raison de parler de l'arrivée du 1er juillet qui nous confronte davantage à cette réalité-là. Mais je vous dirais que nous autres, ça fait 24 ans que la situation est documentée dans les communautés des Premières Nations. Ce qui est nouveau pour nous autres, c'est que quand la crise atteint son pic, si on veut, bien là, on pourrait dire que la crise des Premières Nations se déverse dans celle du Québec. Ça vient pas arranger les choses, parce que là, on a des gens qui doivent quitter leur communauté par manque d'espace. Ils vont en milieu urbain comme ils le faisaient avant, mais là, il n'y a plus nécessairement ces espaces-là d'accueil en milieu urbain. Et avec tous les défis dont M. Jake a parlé tout à l'heure, l'itinérance, autant sur communauté qu'hors communauté, c'est loin d'être quelque chose qui est sous contrôle. Oui. Monsieur Odjick, on va revenir à vous dans un instant, mais d'abord, on va aller à Joliette quelques secondes, rencontrer Luc Parlavecchio. Puis on va voir ce que fait le CAL pour aider ces personnes à la recherche d'un logement ou qui sont prises dans une situation particulière. Pour aider les familles autochtones au niveau de leur logement, on va avoir plusieurs axes d'intervention. Le premier, c'est qu'on va essayer de les aider à trouver un logement, même si le contexte n'est pas très favorable à la location. Mais on va aussi, par exemple, avoir des ententes avec des propriétaires en leur disant, écoute, si jamais il y a des enjeux de paiement, de comportement, etc., avise-nous avant d'entamer des procédures judiciaires ou avant d'entamer une éviction. Nous, on va rentrer en contact avec ces familles-là pour les soutenir. Alors voilà, Monsieur Odjick, c'est justement pour contribuer au mieux-être des Autochtones qui vivent en milieu urbain qu'a été créée, je le disais plus tôt, en 2019, la CIRCAC, la Société immobilière du regroupement des centres d'amis autochtones du Québec, dont vous êtes le directeur général. Et vous avez des projets, vous avez plusieurs projets en plan. Parlez-moi-en.
Un premier d'ailleurs qui va toucher non pas les familles en général, mais les étudiants. C'est un projet sur lequel là, vous êtes très, très actif en ce moment, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. En fait, la CIRCAC a vu le jour grâce à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur qui avait pour objectif d'y construire des lieux de vie pour étudiants autochtones en lieu urbain. CIRCAC a été choisi de porter ces projets-là. Pour l'instant, sur la table, nous avons 4 projets. Il y en a 2 en construction, dont l'un à Sept-Îles. On parle de 32 unités, de loyer abordable, mais c'est beaucoup plus que du loyer abordable. Une information importante à tenir, c'est qu'il y a aussi une panoplie de services de première ligne là, permettant là, à un étudiant de venir s'installer avec sa famille, de profiter d'un endroit culturellement sécurisant. Et il y a des exemples de services, il y a de l'aide aux devoirs, des salles d'études, il y a des CPE, dans certains cas, il y a des maternelles dans nos milieux pour étudiants, des espaces communautaires, cuisine collective. Comme pour le projet de Trois-Rivières, cette fois-ci, on parle de 42 unités, un peu plus grand. Oui. Ce qui est particulier à Trois-Rivières, c'est que le centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières va s'aménager avec nous sur le même terrain. Donc, il va être vraiment à proximité pour pouvoir offrir ces services aussi à nos membres, à la fois nos membres et aux membres des fondations qui habitent la région de Trois-Rivières. C'est des projets d'envergure auxquels on a très hâte de pouvoir recevoir nos premières familles étudiants. Les 2 projets, à la fois Sept-Îles et Trois-Rivières, on prévoit faire une rentrée progressive des étudiants là, dès le mois d'août qui s'en vient. Il y a aussi Projet de Québec. Le projet de Québec est annoncé, auquel on travaille là, activement sur les plans d'architecture. Si tout va bien, on devrait commencer la construction vers la fin de l'automne qui s'en vient et ou dans le début de l'hiver. Projet d'une plus grande envergure un peu, on parle de 94 unités, et encore une fois, avec une panoplie de services pour les étudiants. Nous, ce qu'on veut, l'objectif, c'est d'offrir des milieux favorables permettant à l'étudiant d'aller chercher son diplôme post-secondaire. Puis le 4e projet, qui est annoncé par le gouvernement, c'est celui de Chibougamau, un projet un petit peu de petite envergure qui devrait voir le jour, lui, dans le coin de 2025 à 2026. D'accord. Là, donc, ces 4 projets-là, c'est consacré aux étudiants. On cible les étudiants pour leur proposer un milieu de vie agréable et inspirant pour étudier. C'est bien le cas. Oui, c'est exact. C'est des projets là, pensés par les étudiants et pour les étudiants. Nous, on fonctionne avec des sondages, des focus groups. On veut s'assurer que ce qu'on construit comme milieu de vie vient vraiment répondre aux besoins et que ça ressemble aussi à ce qu'un étudiant là, il s'imaginait dans sa tête comme milieu de vie, là, en milieu urbain, pour venir faire un retour aux études ou pour entamer un nouveau projet d'études. Exact. Et puis, on a vu des images rouler. Là, on était du côté de Val-d'Or avec le projet Kijate. Est-ce que vous pouvez m'en parler? On laisse les étudiants de côté, on parle plutôt de logements sociaux urbains. Et il y a ce projet qui est en branle du côté de Val-d'Or, le projet Kijate. Avez-vous des détails? J'ai pas beaucoup de détails sur le projet de Val-d'Or. Ce que je sais, par contre, c'est un projet, comme vous l'avez mentionné, pour familles ayant besoin des services sociaux. Normalement, les besoins qui nous sont toujours exprimés, nous, quand on fait des sondages, autant auprès des étudiants que des familles, ce qui est exprimé, c'est qu'on veut beaucoup plus qu'un loyer abordable. On veut un loyer sécuritaire, adapté, pour nous permettre de s'y aménager avec notre famille, qui sont normalement plus nombreuses qu'une famille alloctone. Et on veut aussi des services, des services de première ligne qui nous permettent là, justement là, de pouvoir mieux vivre et pouvoir justement là, améliorer nos conditions de famille, conditions de vie, etc. Oui. Alors, c'est encourageant de voir qu'il y a du pain sur la planche. Il y a aussi du pain sur la planche du côté de Joliette. On va aller voir ce que mijote Jessica Brazo et son équipe. Ici, dans la région de la Naudière, on a plusieurs projets de court terme, moyen terme et plus long terme qu'on est en train d'explorer et déployer. On a un projet d'infrastructure avec des logements ou aussi un nouveau centre d'amitié qui va être construit à l'intérieur, pas loin de notre centre actuel, où est-ce qu'on va pouvoir accueillir des membres de la communauté de façon temporaire et moyen terme pour pouvoir aider aussi à faire de la transition entre la communauté et la ville ou pouvoir stabiliser des individus peut-être qui sont en situation de crise ou de soutien psychosocial. On a aussi le projet qu'on envisionne pour le site actuel quand on déménage dans cette nouvelle espace, c'est de créer des logements
abordable pour les membres de la communauté parce qu'on voit qu'il y a quand même un énorme besoin de logement ici dans la région. Et on est en train d'explorer aussi la possibilité de création de logements dans la région de Saint-Michel-des-Saints. Alors, à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador, Monsieur Latouche, vous ne développez pas des projets. Par contre, vous faites valoir les besoins des communautés autochtones auprès de différents organismes, auprès de Services aux Autochtones Canada et de la SCHL. Comment ça se passe, votre rencontre? Comment ça se passe, vos relations avec eux? Je vous dirais qu'au Québec, on a une situation assez unique. Malgré les agendas très différents des partis, je vous dirais par exemple, comme Service aux Autochtones du Canada est un ministère de financement, la SCHL est vraiment une organisation business gouvernementale Oui. et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador avant tout une organisation politique. C'est la table des chefs. On réussit à bien s'entendre sur les objectifs et les efforts à mettre en commun pour avantager la région. Donc, la région, on connaît bien le contexte, c'est bien documenté et on a un plan d'action dans lequel les trois parties contribuent régulièrement et fortement à l'atteinte des objectifs régionaux pour pour une amélioration des conditions de vie des membres des Premières Nations au Québec. La question de l'argent est importante. La PNQL a dénoncé le dernier budget du gouvernement fédéral. On veut investir 4 milliards de dollars, je pense, sur 7 ans. Ça devrait entrer en vigueur l'année prochaine, donc 2024-2025. Et on disait que c'est un financement qui doit servir à la mise en œuvre d'une stratégie de logement autochtone, autant dans les milieux urbains, ruraux que nordiques. Il n'y en a pas déjà une stratégie? La stratégie, elle est là, non? Comment ça se fait qu'on parle toujours de nouvelles stratégies depuis le temps là, que le problème persiste? Quand on parle de la stratégie urbaine, rurale et nordique, il faut comprendre que ça vise directement ce qu'on pourrait appeler le hors-communauté. Donc, ce n'est pas le logement des communautés. Le logement des communautés a fait l'objet d'annonces l'an passé. Il y a une stratégie effectivement nationale sur le logement de la SCHL et étant donné le contexte particulier des Premières Nations et des autres collectivités autochtones, il fut d'un commun accord décidé que ça prendrait une stratégie spécifique pour les Autochtones, que ce soit sur communauté ou hors communauté. C'est pour ça qu'on parle maintenant de la stratégie que vous avez décrite et qui s'intégrera à la stratégie nationale sur le logement de la SCHL. D'accord. Mais Puis, quand vous... à ce niveau-là, Oui? si vous me permettez, Allez-y. effectivement, l'OPNQL dénonce le dernier budget fédéral parce que malgré cette belle annonce pour la stratégie hors communauté, il n'y a pas de fonds additionnels qui ont été annoncés pour le logement sur réserve, là où les besoins sont également criants sur communauté. Oui. Et pourtant, nous, on est capable de faire la démonstration qu'à chaque fois que le fédéral s'engage et met des fonds additionnels en logement sur communauté, parce que c'est un des moyens de s'en sortir, chaque dollar investi génère 4 dollars en prêt ou en mise de fonds de la part des conseils des communautés ou des individus. Donc, investir dans le logement et Premières Nations, ça emmène des retombées et n'oublions pas les autres retombées dont on a parlé tout à l'heure, le mieux-être, les résultats scolaires, la santé, etc. Alors, pour les communautés, vous recevez de l'argent donc du fédéral. Maintenant, hors communauté, il y a aussi de l'argent qui arrive de la part du gouvernement du Québec. On a annoncé 50 millions de dollars sur 3 ans et on dit que ça a été promis là pour permettre, entre autres, l'amélioration du logement dans les communautés encore et en milieu urbain. Est-ce qu'il y a une partie de l'argent du provincial qui sert dans les communautés autochtones au Québec? Qui peut me répondre à la question? Monsieur Latouche, oui? Si vous voulez, quand on parle de logement sur communauté, il n'y a pas de fonds du Québec qui est Exactement. déployé à l'intérieur des communautés. Oui. Normalement, c'est ça. Mais je me permets de vous dire, pourtant, il y aurait tellement avantage, le Québec, à ce que la situation du logement s'améliore dans les communautés. Tantôt, on a parlé de déversement, hein, mais c'est sûr que
le débordement qui se produit des communautés vers le milieu urbain s'est traduit par l'itinérance, plus de monde dans le judiciaire, plus de monde dans le système pénal. C'est pas par choix que les gens font ça, c'est par la force des choses. Absolument, oui. Monsieur Odjick, alors ce 50 millions du gouvernement du Québec qui a été annoncé lors du dernier budget, est-ce que c'est ce qui vous permet de développer vos projets avec la société immobilière? Évidemment, oui, ça vient aider en partie à financer les projets auxquels on développe. Par contre, nous, la problématique qu'on vit, malgré que l'argent peut être disponible en milieu urbain, c'est un peu la complexité. Comme vous l'avez vu, comme vous l'expliqué tantôt, nous, les projets auxquels on développe, c'est des milieux de vie. Puis, Oui. qui dit milieu de vie, c'est à la fois du loyer abordable, mais aussi avec des services qui entourent les familles qui viennent vivre dans le milieu de vie. Puis, justement, pour développer ces espaces communautaires-là, l'accès aux services, ça prend du financement autre que ce qui est annoncé aussi par le gouvernement, qui est concentré uniquement sur un loyer abordable. Donc, nous, dans nos projets, ben, ça vient. Il y a beaucoup plus qu'un ou deux bailleurs de fonds. Des fois, on est 10, 12, 15 bailleurs de fonds en entour Oui. pour venir la boucle. Donc, ça vient complexifier un peu nos structures de financement. Donc, ce qu'on souhaiterait avoir dans un meilleur des mondes, ce serait un assouplissement de ces financements-là qui sont annoncés, qui nous permettrait justement d'avancer plus facilement là, dans la réalisation et dans le financement de nos projets, qui vient vraiment répondre là, aux besoins Oui, c'est ce que nous dit aussi Jennifer Brazeau au Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Elle aussi, elle a du financement qui vient d'un petit peu partout. On va l'écouter une dernière fois. On a multiples différents partenaires financiers qui nous soutiennent à travers ces projets-là. C'est quand même des projets assez complexes, justement avec le nouveau projet d'infrastructure. On a le gouvernement du Québec qui nous a donné un investissement de 3,1 millions. On a aussi le gouvernement fédéral avec un investissement de 2,8 millions, plus plusieurs différents projets et partenariats avec le ministère de la Famille, le ministère de l'Habitation et municipalités. Alors, on a quand même un soutien accru à travers différents ministères. On est aussi à la recherche des partenaires privés. Et j'ai envie de conclure cette émission en citant la lettre de mandat en tant que ministre de la ministre responsable des services aux Autochtones, Patty Adjou, soit que cette dernière, en fait, a l'obligation de combler les écarts en matière d'infrastructure d'ici 2030 en mettant l'accent sur la construction de logements durables et abordables. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, même si on est aussi en milieu urbain avec M. Odjick, mais est-ce que vous croyez que c'est dans l'ordre du possible? Est-ce que vous croyez que c'est dans l'ordre du réalisable? Monsieur Latouche, d'abord. Bien, écoutez, on construit dans les communautés Premières Nations au Québec en moyenne 225 logements par année. Tantôt, je parlais d'un besoin de 10 000 sur 5 ans. Ça veut dire qu'il faudra en construire 2 000 et non 225 sur une période de 5 ans pour éliminer le retard. Bon, vous me demandez si c'est réaliste. La seule manière que ce soit réaliste, ça prend des conditions. Une des conditions, ce serait un investissement fédéral massif pour régler la crise du logement. Mais à la PNQL, la vision, c'est de parler de partenariat à l'intérieur, un type de partenariat à l'intérieur duquel tous assument leur part de responsabilité. Donc, collectivement, c'est quelque chose qui est réalisable, mais c'est sûr que ça passe par un investissement fédéral massif. Absolument. En milieu urbain, Monsieur Odjick, est-ce que vous pensez qu'on va finir par résorber cette crise du logement pour les Autochtones? Oui, puis on le souhaite. La CIRCAQ est là pour ça. Nous, dans un meilleur des mondes, ce qu'on souhaiterait, ça serait peut-être un meilleur arrimage entre les bailleurs de fonds, autant du côté provincial que du côté fédéral, qui nous permettrait justement de pouvoir assouplir le financement, les contraintes qu'on doit faire face lorsqu'on dépose un projet. Des fois, il y a des dates de dépôt qui ne concordent pas avec la date de dépôt d'un autre programme. Oui. Donc, si on fait s'arrimer ensemble les fonds disponibles nous permettant de faire une demande de financement pour nos projets de milieu de vie, en milieu urbain, ça l'aiderait et ça nous permettrait justement de venir essayer de répondre aux besoins criants en milieu urbain en matière de logement autochtone. Oui.
Voilà. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, d'avoir exposé le problème, d'avoir réfléchi aussi à ce qui était possible de faire, d'avoir parlé de vos projets surtout qui sont vraiment intéressants et importants. Alors, merci Guy Latouche à la PNQL, Miigwech, Laurent Odjick à la CIRCAC et bonne chance dans vos projets. Et à vous deux et à tous, une bonne et belle journée nationale des peuples autochtones. Et à la prochaine. Au revoir.